BFM Business, BFM Crypto, le club. Encore lui, Valentin Demey. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Désolé. Quel accueil. Mais vous êtes toujours le bienvenu. On est ravis de vous accueillir. Valentin Demey, régulièrement, chaque semaine, même à nos côtés, journaliste pour Crypto. Yves Chouefati nous rejoint aussi aujourd'hui. Bonjour Yves. Bonjour Guillaume. Vous vous faites plus rare sur ce plateau. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu, Yves. Bienvenue. Ouais. Président fondateur de Tobam. Vous nous direz comment se passe ce début d'année pour l'investissement dans les cryptos à travers des produits boursiers. Tout à fait. C'est votre métier. Et puis Vincent aussi nous accompagne. Vincent Gann, trader, pas du tout, analyste technique. Il va se vexer si je dis qu'il est trader. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Analyste technique indépendant. Bon, super début d'année pour le Bitcoin qui a bien remonté, qui a repris 50% depuis ses plus bas. Comment est-ce que vous voyez désormais la suite, Vincent ? Alors il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais être bref parce que déjà vous avez bien écrit les choses sur votre antenne. Le bilan du mois de janvier, vous en parliez à l'instant pour le marché action, effectivement il est impressionnant, mais il est encore plus impressionnant sur le marché crypto, plus 39% pour le cours du Bitcoin, à peu près pareil pour Ethereum depuis le début d'année. Un bilan d'année pour le coup euphorique, qui est un peu une version miroir de l'année 2022, et qui est surprenant. Alors quand même un bémol du point de vue du... Alors il y a un retour des métriques du volume institutionnel. Moi, je constate ça sur les contrats futurs, les contrats d'options ou encore l'asset under management sur certains ETF Bitcoin. Par contre, le bémol, c'est la participation des investisseurs particuliers qui reste parfaitement plate. Si vous voulez, ce qu'on appelle la balance au sein des grandes plateformes centralisées, des exchanges crypto, il n'y a pas eu de retour des dépôts sur les plateformes centralisées, donc on voit encore qu'on est dans le sillage de l'effet FTX. Alors cette euphorie du mois de janvier, elle ne doit pas faire oublier quelque chose, c'est que même si le marché crypto c'est une classe d'actifs récente, la Réserve fédérale a fait et fera toujours la dynamique de fond du marché crypto. Alors elle prend une décision de politique monétaire demain. Vous savez, moi depuis j'ai étudié le rapport entre le cours du Bitcoin et les taux d'intérêt nominaux depuis la jeune existence du marché crypto. Jamais le marché crypto ne peut proposer une tendance haussière lorsque les taux d'intérêt sont en hausse ou lorsqu'ils peuvent être stables, mais s'ils se maintiennent à un niveau élevé durablement, là aussi ça neutralisera la hausse. Alors ce que je voulais dire par là, c'est que depuis 3-4 mois on ne parle que des plateformes centralisées, l'affaire FTX, mais cette semaine va rappeler au marché l'importance des corrélations. Demain et jusqu'à la fin de la semaine, la Réserve fédérale va décider de l'orientation des prochaines semaines, le taux d'intérêt du marché, du dollar américain, des actifs risqués, et je pense que c'est ça qui va se rappeler au cours du Bitcoin. Alors, d'un point de vue technique, le marché il s'est neutralisé entre 22 000 et 24 000 $. Je dirais que tout l'enjeu de la semaine, pour terminer sur ces considérations techniques, c'est de démontrer que le niveau des 20-21 000 $ fait désormais support. Et là, on pourrait espérer voir le marché poursuivre sa progression vers 25 000. Sur l'Ether, quelle perspective, quel potentiel face à Bitcoin dont la dominance a pas mal progressé quand même, y compris donc face à l'Ether. Techniquement, est-ce que l'Ether en a beaucoup dans le ventre là pour reprendre son mouvement haussier ? Alors, je vais vous répondre de deux façons. À long terme, oui, il y en a beaucoup dans le ventre. Alors, lorsque je parle du long terme, je me projette sur plusieurs années. Moi, je suis persuadé qu'elle viendra sur ses records historiques à horizon 2024 ou 2025. J'ai d'ailleurs davantage de confiance sur la rapidité de remonter tout en haut pour Ethereum que le cours du Bitcoin. Maintenant, dans l'immédiat, à très court terme, l'équivalent du support des 21 000, 21 500 $ sur le cours du Bitcoin se trouve à 1500, 1530 $ pour Ethereum. En fait, c'était l'ancien record historique qui, pour le moment, fait support. Merci beaucoup Vincent Gann en direct avec nous, analyste technique indépendant régulièrement sur notre antenne sur BFM Business. Valentin Demey pour Cryptos donc nous accompagne, je vous réveille Valentin? Pas du tout, j'étais là, j'étais prêt. J'ai vérifié mes notes, j'ai vérifié un chiffre. Il a sursauté légèrement Yves, on est d'accord, il a un léger sursaut. Ouais. Vous me faites peur Guillaume. Vous avez repéré Valentin que la quantité d'USDT, stablecoin USDT, progresse nettement, un indicateur favorable, encourageant pour le marché des cryptos, c'est ça? Oui, exactement, c'est le chiffre que je vérifiais, plus 5% en janvier d'USDT en circulation, le stablecoin qui suit le prix du dollar, on connaît un petit peu. C'est une bonne indication puisque on avait vu nettement baisser avec l'affaire FTX, déjà parce que ces USDT, le plus gros stablecoin de l'écosystème, c'est environ 70 milliards d'USDT en circulation aujourd'hui, donc c'est assez important. Eh bien, une partie des USDT avait été perdue avec la faillite d'FTX. Mais surtout, quand les personnes retirent des USDT vers leur compte en banque pour des vrais USD, en théorie, eh bien, les USDT sont détruits puisque la compagnie Tether doit détenir
1 USD pour 1 USDT en circulation. Donc 1 USD dans les comptes en banque égale 1 USDT sur les blockchains. Donc évidemment, quand on retire un USDT pour recevoir des vrais dollars sonnants et trébuchants, comme vous aimez le dire Guillaume, sur son compte en banque, on détruit des USDT. Donc là, de revoir la création d'USDT partir à la hausse, 5-6% sur l'année, c'est un bon signal. La dernière fois qu'on l'avait vu, et c'est des signaux qui sont concordants avec... Sur l'année, c'est depuis le début de l'année 2023. Vincent, exactement, oui, depuis un mois, un peu moins d'un mois. Quand on a ces signaux-là qui s'accumulent avec d'autres que venait de nous dire Vincent ou qu'on analyse chaque semaine, c'est des signaux pas de retournement long terme, peut-être pas déjà, mais en tout cas de réintérêt du public, puisque ça veut dire qu'on fait l'inverse, on va déposer des dollars pour créer de l'USDT et avoir la capacité très vite de les injecter sur le marché, puisque sinon, si vous faites un dépôt classique sur un compte Binance, Crypto.com, Coinbase ou autre, ça peut mettre plusieurs jours à arriver. Donc avec l'USDT, au moins, c'est instantané. Donc bon signal. Un signal faible, en effet, positif et encourageant pour la dynamique de ce marché crypto. Yves, vous regardez évidemment aussi l'évolution des cours du Bitcoin, et peut-être en premier, plus 50% par rapport à ses plus bas. Est-ce que vous diriez que l'hiver crypto est désormais passé? Il y a des bonnes raisons d'espérer. L'hiver crypto, il a été causé cette fois-ci par effectivement des banques centrales qui deviennent plus orthodoxes. Dès lors que les banques centrales sont plus orthodoxes, il y a un peu moins besoin d'une alternative à la monnaie banque centrale. Et effectivement, le Bitcoin va en souffrir comme tous les actifs réels. Les actifs réels peuvent monter ou baisser. En réalité, c'est peut-être la monnaie elle-même qui a un pouvoir d'achat qui augmente ou qui baisse. Quand le pouvoir d'achat de la monnaie augmente, les actifs libellés dans cette monnaie se déprécient. Et c'est ce qui est arrivé, au Bitcoin pendant l'hiver crypto. Donc pour vous, Bitcoin et immobilier, c'est la même chose à la limite. De ce sont des actifs rares, des actifs qu'il faut fabriquer et pas simplement imprimer. C'est pas de la monnaie fiat. Il ne suffit pas de dire qu'elle soit pour qu'elle soit. Il faut effectivement dépenser de l'énergie, faire de l'immobilier, c'est la même chose. Les actions aussi, ce sont des actifs réels. Et ces trois actifs-là ont tendance à souffrir quand la monnaie se renforce. Évidemment, quand la monnaie se renforce, son pouvoir d'achat augmente et donc, quelque part, en parallèle, les biens se déprécient. Et inversement, quand la monnaie est émise en très grande quantité, ça bénéficie aux actions, ça bénéficie à l'immobilier, ça bénéficie à l'art, ça bénéficie au Bitcoin. Crypto. Exactement. Là, vous nous avez expliqué l'hiver crypto. Et on a repris depuis les plus bas 50%. Voilà. Effectivement, on pense qu'il y a une inflexion dans la politique. On pense qu'on a atteint un point d'inflexion dans la politique des banques centrales. La banque centrale qui compte le plus sur le marché de la crypto, évidemment, c'est la Fed. La Fed a haussé de manière extrêmement volontariste ses taux, à 4 reprises 75 points de base. La dernière fois, elle est déjà passée à 50 points de base. Aujourd'hui, on verra ça demain, mais ce sera entre 25 et 50 points de base selon toute vraisemblance. 25, c'est un peu le consensus majoritaire, mais même 50 points de base, ce serait sans doute une bonne nouvelle, parce que là, tout le monde se dit, la prochaine fois, ce sera vraiment 25 points de base. Mais ça reste une hausse, ça reste un resserrement monétaire. Effectivement, donc il y a un resserrement monétaire pour pouvoir délivrer une certaine rentabilité, les actifs ont besoin de se déprécier. Cette dépréciation, elle a eu lieu. Et dès lors que, finalement, la hausse a été forte, mais on reste sur des taux d'intérêt réel extrêmement négatifs, on a le droit de redevenir positif. Vous savez, ce qui guide un peu l'économie, ce qui guide la vie, ce sont les déséquilibres. Quand vous marchez, vous ne faites que gérer un déséquilibre. Quand vous réfléchissez ou que vous bougez, ce sont les déséquilibres ioniques entre les membranes de vos cellules qui fabriquent tout ça. La seule chose qui compte, c'est vraiment les déséquilibres. C'est ça qui fait le mouvement. Le plus grand déséquilibre aujourd'hui dans l'économie, c'est le déséquilibre entre les recettes de l'État, les recettes publiques et les dépenses publiques. Pour que ce déséquilibre soit géré dans le temps, il y a 3 solutions. Soit on diminue drastiquement les dépenses publiques, et ça c'est pas forcément à l'ordre du jour, soit on augmente énormément les taxes, et ça non plus, c'est pas à l'ordre du jour. La troisième solution, il n'y en a pas de quatrième, la troisième solution, c'est l'inflation. Donc l'inflation, elle est là pour durer, à un niveau moins élevé que celle qu'on a pu craindre effectivement au milieu d'année 2022. Ce sera du 4%, du 5%, du 3%, mais elle est là pour rester.
Et ça, c'est très très bon pour les actifs réels, c'est bon pour l'économie en général. Attendez. Un peu d'inflation, c'est pas mauvais. Vous êtes en train de nous dire l'inflation est là pour durer, c'est bon pour les actifs réels, sous-entendu, c'est bon pour le Bitcoin. On sort d'un an d'inflation incroyable là, et vous avez vu le Bitcoin, il s'est cassé la figure, Yves. Ce qui compte, c'est de nouveau, ce sont les taux qui ont occasionné l'hiver crypto. Si on a un peu d'inflation ou une inflation Voilà. modérée et moins de hausse de taux, voire plus de hausse de taux, Voilà, ça c'est très très bon pour tous les actifs réels. même si les taux des banques centrales ne baissent pas pour autant, juste s'ils Voilà, restent s'il stables, reste stable, s'il reste stable. Bon, surtout au niveau européen. Au niveau européen, ils vont continuer un peu à grimper parce que vraiment, ils n'ont pas beaucoup monté. Aux États-Unis, on en est à 400 points de base de hausse des taux sur 9 mois. En Europe, c'est plutôt la moitié. Et on a déjà atteint le niveau d'inflexion en Europe. On a eu une hausse de 75%, mais une seule, pas 4 comme aux États-Unis. Donc finalement, l'avenir est moins noir, si j'ose dire, au niveau de la hausse des taux, et on peut se remettre à espérer. donc vous nous dites, l'hiver crypto est peut-être passé, les beaux jours approchent, parce que certes l'inflation resterait au-dessus des niveaux qui étaient le sien avant le Covid, mais on arrive à l'été, on sera sans doute au bout des resserrements on aura monétaires. maîtrisé ça. Voilà. Et même si les taux ne rebaissent pas des banques centrales, si on a des taux stables et une inflation, c'est pas mal pour les cryptos. c'est pas forcément. On verra. Alors on verra. On se donnera un rendez-vous. J'ai dit qu'il y avait des raisons d'espérer. Exactement. Non mais c'est vrai. Bon, l'année 2022 a été difficile entre Celsius, FTX, Three Arrows, Luna. Bon, la poussière est retombée ou elle doit encore continuer de retomber. Alors, la grande question au niveau de l'univers crypto, pour nous, c'est le niveau de levier. Il y a beaucoup de leviers dans la crypto. La crypto et la finance décentralisée, c'est un peu comme le système bancaire. Il y a beaucoup de leviers. C'est une machine à fabriquer des leviers. Et ce levier, il va accélérer les hausses quand le momentum est positif. Et au contraire, il peut se révéler extrêmement dangereux quand la marée est basse. C'est Warren Buffett qui disait, c'est quand la marée est basse qu'on s'aperçoit celui qui n'avait pas de maillot. Et est-ce qu'on sait maintenant tous ceux, est-ce qu'on connaît tous ceux qui se baignaient sans maillot? Est-ce que tous les cadavres dans les placards ont été découverts, Yves, avec le petit secret, c'est que dans le monde bancaire, en fait, personne n'a de maillot. Et c'est plutôt le niveau de la baisse de la marée qui va fabriquer des gros problèmes ou des petits problèmes. Il n'y a aucune banque sur la planète qui sait faire face à un bank run. Si tous les épargnants viennent retirer de l'argent de leur banque, il n'y a pas une seule banque qui a vraiment un maillot et qui saurait retourner du cash à l'intégralité de sa clientèle. Donc en fait, c'est un niveau, c'est en fonction du niveau de la marée que la catastrophe va être grande ou pas, mais si la marée baisse trop, il y aura une catastrophe. Ou les États vont venir sauver les banques comme en 2008. Voilà, mais les banques auront été en difficulté entre-temps. Oui, les États, effectivement, on pourrait imaginer que les États sauvent les épargnants en crypto aussi, après tout. Donc aujourd'hui, le levier est moindre sur le marché. Il reste du levier. Et si le marché ne rebaisse pas, j'espère que les gros incidents sont derrière nous. Mais il faut être conscient que c'est un marché qui est très fortement en levier, qui a été très fortement en levier, qui a forcément moins de levier maintenant qu'il y a 9 mois. Il y a encore des très très gros dossiers sur lesquels il y a des points d'interrogation si les marchés se remettent à baisser. Mais si les marchés s'orientent plus positivement, on saura gérer l'absence de maillot. D'accord, mais oui, la remontée des prix, des cours des cryptos fait sans doute du bien à un certain nombre d'acteurs. Voilà. Vous nous dites, si les cours des cryptos repartent à la baisse, on a de très gros acteurs dont on pourrait découvrir qui se baignaient sans maillot. Vous pensez à Binance, vous pensez à... Vous avez quoi? Je pense, comme je vous l'ai dit, il n'y a aucune banque qui sait faire face à un bank run généralisé. Donc c'est une question de niveau de la marée. Il y a des points de fragilité du marché crypto. Le plus grand point de fragilité, c'est le point de jonction entre la crypto et la fiat. Dans le marché des stablecoins, il y a des points de fragilité. Il en reste. Il reste des points de fragilité. Forcément, oui. Quel regard là-dessus, Valentin?
Sur quel point de fragilité tu trouves qu'il reste des interrogations, Yves? Je pense que sur certaines cryptos algorithmiques, on pourrait se poser encore des questions, qui n'ont pas encore lâché, elles pourraient lâcher. Et je ne veux pas donner de nom, mais il y a des cryptos, des stablecoins qui sont mieux adossés que d'autres et dont les processus d'audit sont plus solides que sur d'autres. Oui, tout à fait. Ok, alors effectivement, de ce point de vue-là, moi je pensais surtout quand vous en parliez, Guillaume, de la fragilité, on en parle de temps en temps ici, très mathématiquement sur certains mineurs, où effectivement il y a le fameux syndrome du survivant, on verra qui reste, et il y a déjà des sociétés qui sont en danger et qui se voient renflouer leur caisse. Bien sûr. Et là, effectivement, il y a des risques systémiques réels avec le prix du cours des crypto-monnaies qui baisse, et donc la rentabilité directe vis-à-vis du prix de l'énergie en face qui ne l'est plus, et donc des risques et de l'endettement effectivement des plateformes. Sur les stablecoins algorithmiques, il y en a de moins en moins en vérité. Je suis pas sûr qu'il y en ait un qui ait la capacité de déclencher des risques aussi importants que l'UST il y a quelques mois. Et sur les stablecoins traditionnels, on en a parlé quelques-uns, les plus gros USDC, USDT. C'est vrai que l'USDT, ça fait des années qu'ils traînent ce risque et cette réputation de peut-être ils sont pas autant backés, autant verrouillés derrière en termes de position réelle. Ça ne s'est jamais démontré par le mal. On verra effectivement si ça. Il y a des points d'interrogation, c'est tout, quoi. Il y a toujours des points d'interrogation, comme tu dis, sur tous les secteurs et sur toutes les entreprises du monde. Il n'aime pas quand on lui dit qu'il reste des risques, Valentin. Non, il aimerait bien que tout soit résolu. On n'en est pas encore là, Valentin. Vous aimez bien que ça soit jamais Binance? là. Ça va venir. Jamais là. De toute façon, c'est une question tous les de jours, niveau Guillaume, d'abord. il essaie de voir si Binance, il n'y a pas de souci quelque part. Non, pas du tout. À chaque fois sur ce plateau, il y a Snook. Alors, au rayon bonne nouvelle, vous avez trouvé Sorare. Sorare nous offre un sourire, en l'occurrence, Sorare. C'est ça le journalisme. Ouais, Sorare s'offre un accord majeur avec la première ligue anglaise de football. Très important, effectivement, partenariat qu'attendait l'équipe de Sorare. Sorare, une des plus grosses licornes françaises, 4,5 milliards de dollars à peu près aujourd'hui. Donc c'est l'un des produits les plus importants de notre tissu économique crypto aussi, et qui fait ces fameux jeux de cartes à collectionner, football fantasy comme il se caractérise, qui consiste à acheter des cartes de plus ou moins grande rareté des joueurs qu'on affectionne le plus pour composer des équipes, jouer avec ces équipes et essayer de remporter des gains plus ou moins importants, et qui viennent de signer dans leur portefeuille un gros nom, enfin en tout cas effectivement une grosse ligue que vous venez de citer, avec qui s'ajoute à la Liga espagnole, la Serie A italienne et la Bundesliga allemande. Donc ça fait quand même beaucoup de beaux noms sur le jeu Sorare. Ça permet quoi? Ça permet d'ajouter sur le jeu tout de suite les joueurs des plus gros groupes du coup de cette première ligue anglaise, qui est l'une des plus prestigieuses, si ce n'est la plus prestigieuse au monde. Donc désormais, vous pourrez acheter les cartes de vos joueurs préférés. C'est un partenariat qui est gagnant-gagnant pour les deux structures qui se saluent respectivement, qui étaient très heureuses de travailler ensemble. On sait que Nicolas Julia, qui est le cofondateur de Sorare, attendait particulièrement ce moment. Depuis la création de l'entreprise, il souhaitait travailler avec la première ligue anglaise. C'est désormais chose faite, et on verra effectivement l'accélération que ça donne à la structure, sachant qu'ils vont de plus en plus vers de nouveaux partenariats. Que ça soit autour du foot, on leur connaît cette attache particulière, mais ils ont récemment signé aussi la MLB de basket et la NBA sur la NBA, donc c'est très intéressant de les voir grossir dans ce secteur. Yves, vous investissez dans cet écosystème à travers des actions cotées en bourse. Ce sont les fonds que vous proposez chez Tobam. Vous regrettez qu'un groupe comme Sorare ne soit pas coté en bourse? S'il était coté en bourse, vous ça c'est clair. Mais cela dit, il y a des belles affaires à faire aussi en bourse. Le mois boursier du secteur de la blockchain, de la crypto a été un mois exceptionnel, un mois de très forte hausse. Le Bitcoin a fait à peu près 40% de hausse sur la période que je revois là. En janvier, juste en janvier. En janvier. Les meilleures lignes de Tobam ont fait 126%, 136%, 86%. La plus mauvaise a fait du 17%. C'est pas mal du tout. On parlait de levier, et le levier, ça peut être aussi très bénéfique. Les meilleures performances, c'est qui? C'est tout simplement des entreprises qui sont en effet de levier. Des mineurs principalement, des mineurs qui sont plus ou moins endettés, qui produisent du Bitcoin en ayant de la dette. Et quand ils ont de la dette, il y a un effet de levier sur la performance. Et même s'ils ne produisent que du Bitcoin, qui n'en monté que de 40%, si j'ose dire, si vous avez un effet de levier là-dessus, vous allez pouvoir fabriquer des performances qui sont extrêmement puissantes. Donc les sociétés de minage dans vos fonds signent les meilleures perfs là sur ce mois de janvier. Oui, tout à fait. On peut les citer d'ailleurs pour... oui, il y a Hut8, il y a Riot Platform, il y a Hive Blockchain, qui sont les trois meilleures lignes qu'on a en portefeuille sur le minage.
Il y a d'autres entreprises qui permettent d'investir dans la crypto avec un effet de levier. La plus connue d'entre elles, c'est MicroStrategy, qui est un peu emblématique du secteur. C'est une SS2I qui s'est mis à convertir son bilan et à emprunter pour acheter du Bitcoin il y a quelques années. Et effectivement, sa performance boursière reflète, avec un multiplicateur, la performance de ce qu'elle a à son bilan. On était avec Cyril Paglino il y a quelques jours, il nous disait, depuis San Francisco pour Shift Capital, il nous disait que les entreprises de l'écosystème crypto sortaient de cet hiver, alors on verra si on est sorti de l'hiver, mais enfin voilà, sortaient de cette année 2022 difficile dans les cryptos, en meilleur état qu'on aurait pu le craindre, parce qu'elles ont réussi à plutôt pas mal gérer leur trésorerie. C'est aussi votre sentiment global, ou c'est quand même plus Mon plus sentiment nuancé global, c'est que les crises dans un marché, dans un écosystème qui s'est développé aussi rapidement, les crises sont nécessaires un peu pour tester les modèles les plus solides et un peu faire de la place au niveau des modèles les moins solides. Je pense que la disparition de certains acteurs vaut mieux qu'elle ait eu lieu en 2022 qu'en 2025. En 2025, elles auraient certainement eu une taille et un impact très supérieur à ceux qu'elle a eu, même s'il était déjà important. Je crois qu'il y a des entreprises qui s'en sortent très très bien. Les entreprises les plus anciennes du secteur savent ce que c'est que la volatilité. Et elles ont, même les grandes entreprises françaises de la crypto, qui sont un peu anciennes, ont déjà eu affaire à des vents adverses. Et ils savent qu'on ne peut pas jouer tapis exactement à chaque trimestre. Et parmi les vents contraires, ou en tout cas les risques dans l'écosystème crypto, toujours cette question de la réglementation et cette épée de Damoclès. Il y avait un ouf de soulagement dans l'écosystème il y a quelques jours, et finalement ce ouf de soulagement sur l'évolution de la réglementation française, ce ouf de soulagement pourrait faire place peut-être à de nouvelles inquiétudes. On en est où là-dessus, Valentin ? Oui, effectivement, c'était mardi dernier, on en parlait le lendemain, mercredi après-midi sur ce plateau, de ce vote qui faisait très peur. On rappelle en quelques secondes, c'était l'accélération du calendrier réglementaire qui aurait obligé les entreprises non enregistrées aujourd'hui à obtenir l'agrément pour octobre, à partir d'octobre, donc un niveau de sécurité très important que beaucoup d'entreprises nouvelles n'auraient pas pu avoir aussi vite et donc auraient supprimé de l'innovation. Et finalement, le Parlement a choisi une option plus modérée. Et finalement, effectivement, c'était la proposition du sénateur Moret d'accélérer le calendrier. Ça n'a pas été retenu par nos députés qui sont allés sur un système un peu différent. Et c'est là où, effectivement, il y a une grande incompréhension du moment, c'est qu'on a l'impression que l'écosystème se réjouit de ne pas avoir une réglementation ou de ne pas avoir plus de réglementation, ce qui est faux dans les deux cas, puisque le système il est cadré depuis 2017, il va être cadré avec MiCA, il a été cadré avec l'EPSAN, et il va être encore plus cadré, quelle que soit la posture qui sera choisie dans la commission mixte paritaire dont on entend parler de plus en plus, qui d'ailleurs en plus est systématique à chaque fois qu'il y a ce genre de thématique. Ce sera le 9 février. C'est le 9 février, effectivement, où 7 députés, 7 sénateurs travailleront sur ce sujet. Et dans tous les cas, on en sortira avec quelque chose de plus contraignant et de plus cadré. Il ne faut pas penser que le secteur se réjouit de ne pas être, encore une fois, davantage surveillé. La seule subtilité, c'est effectivement quel compromis on aura. Ce n'est pas un combat ou une guerre, c'est de savoir, encore une fois, l'eau et le feu, le juste équilibre entre l'innovation et la réglementation. Si on va rajouter une couche supplémentaire à ce que a déposé le député Labaronne, qui est, pour rappel, déjà par rapport au PSAN enregistré aujourd'hui, un niveau supplémentaire qui est la ségrégation des fonds, plus de transparence, plus de sécurité dans les offres et dans la composition des boards des entreprises. Donc c'est déjà quelque chose de nouveau, sans passer par l'accélération réelle de l'agrément, à savoir ce que demandait le sénateur Moret, aurait fait très mal si c'était... Quel que soit le vote à venir, on aura un durcissement de la réglementation, soit un durcissement fort, soit un durcissement modéré, c'est l'idée. Et ça va se jouer... qui pourra effectivement se conjuguer avec l'innovation, soit un qui fera que l'innovation partira en dehors de nos frontières. Mais dans tous les cas, ça sera un niveau supplémentaire. Ça se joue le 9 février. Exactement. En commission mixte paritaire. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Valentin Demey pour Cryptost. Vincent Gann était avec nous tout à l'heure en direct. Et puis bien sûr Yves. Merci Yves d'être passé nous voir également. Merci Yves Chouefati. Merci Guillaume. Président fondateur de Tobam. Bonne soirée, bon retour messieurs. Bon courage dans les transports. Ouais.